Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, dans ce numéro de notre émission Droit devant, je reçois Bernard Boutonnet, président de Raven Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil sur les baux, l'audit des loyers et des charges et les formations associées à ces sujets. Cher Bernard, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est avec plaisir. Alors Bernard, on te connaît avec tes interventions au sein du Club Agora des directeurs de l'environnement de travail et on est ravis de te recevoir donc pour la première fois sur le plateau d'Anews Workwell. Moi de même. Nous avons choisi de consacrer ce numéro à l'actualité de la réglementation environnementale et fiscale, mais liée à l'environnement en vérité, on va le voir. Au sommaire donc, le décret tertiaire, la loi climat et résilience, et puis on abordera le système de défiscalisation Pinel qui vient d'être modifié en lien avec des considérations environnementales. On démarre tout de suite avec le décret tertiaire. Donc, le 3 mars 2022 a été publié au journal officiel le décret numéro 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce décret? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Alors, au niveau de ce décret, donc, comme tu cites décret tertiaire, on en parle souvent d'un autre, qui est le décret tertiaire, aussi sur l'environnement, sur les travaux à faire, sur l'existant. Oui. Là, c'est un décret qui était attendu depuis l'année dernière, car la RE 2020 ou RE 2020, ça dépend, les deux se disent, était déjà connue, pas en retard pour une fois, c'est rare que la réglementation environnementale ne soit pas en retard. On la connaissait pour l'habitation et on attendait les décrets d'application pour le bureau, sachant que on vient donc d'avoir le décret d'application pour le bureau et les établissements scolaires. C'est ça. Ce décret prévoit une entrée en application pour le 1er juillet 2022. D'accord. Ah, c'est tout proche, c'est demain. C'est tout proche. C'est tout proche. Qu'est-ce qu'on doit en retenir alors du coup? On doit en retenir des grosses exigences. Et effectivement, à la différence de ce que beaucoup pensaient, ce que j'entends souvent dire moi par des professionnels, il va falloir vraiment raisonner réglementation environnementale. Il va falloir vraiment que pour les constructions à venir, pour les immeubles de bureaux, penser à la chaîne de l'environnement comme elle est déjà prévue dans la RE 2020 pour les autres bâtiments. Il va falloir même penser, alors là c'est peut-être une gageure, mais il va peut-être falloir penser aussi à envisager demain des bureaux sans clim. D'accord. Ça, ce mot, c'est presque un gros mot de dire cela. C'est vrai. Mais cela étant, il y a quand même un des trois critères de la RE 2020 pour les bureaux qui prévoit le degré de supportabilité des conditions atmosphériques. Eh oui. Ben, le degré de supportabilité de la chaleur ou le degré de supportabilité du froid, c'est pas la clim. C'est comment peut-on éventuellement, demain, dans un immeuble, travailler sans avoir la clim et jusqu'où peut-on supporter la gêne de la chaleur, notamment. Il y a cela. Il y a cela qui est donc très très important. Il y a aussi, il va falloir, et ça c'est aussi quelque chose auquel il va falloir beaucoup penser, c'est que non seulement il y a la construction avec ses éléments de confort ou de vie à l'intérieur de la construction, mais il y a toute la chaîne énergétique qui est reprise aussi pour les bureaux. La chaîne énergétique, c'est déjà de s'interroger sur d'où viennent les matériaux, l'extraction des matériaux. Et si possible, choisir des matériaux qu'on peut trouver proches de l'endroit où l'on construit. D'accord, du local ou de proximité. Voilà. Okay. Voilà. Donc c'est tout le schéma. Donc point 1, d'où viennent les matériaux, comment sont-ils extraits? Point 2, comment ces matériaux vont-ils être transportés jusqu'au lieu de la construction?
Donc, c'est pas simplement que la construction. Ouais. Point 3, comment la construction va être réalisée, bien sûr. Et là, c'est plus clairement le schéma de la RE 2020. Et les deux autres points d'après, c'est la vie de l'immeuble et la destruction de l'immeuble. Pensez le jour où il va falloir détruire l'immeuble et où il va falloir recycler la totalité de ce que l'on a utilisé. Donc c'est le cycle de vie de... C'est un cycle de vie. C'est totalement nouveau, c'est clair. Ouais, ouais. Okay. Alors, les certifications telles qu'elles existaient avant, confort ou autres, BREEAM, LEED, WELL, etc., continuent d'exister, mais c'est plus simplement la politique qui sera celle de ceux qui vont construire demain et qui vont vendre ces immeubles ou les donner à bail. Je retombe dans mon obsession du bail. Ce sera de dire, vous arrivez dans un immeuble qui est au niveau de l'environnement, qui a préservé l'environnement. Le critère, ça sera le deuxième point qu'on verra tout à l'heure, avec la loi climat et résilience, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les deux points les plus pollueurs en France, ce sont les immeubles et c'est les transports. Donc, faut qu'on construit de nouveaux immeubles, on ne peut pas s'en empêcher, mais il ne faut plus qu'ils polluent, mais il faut également que pour les construire, on ne pollue pas et qu'on utilise des transports qui seront nécessaires. Est-ce que ça crée de nouvelles obligations entre un propriétaire et puis ses occupants, ses locataires? Est-ce que tu penses que dans le bail, j'entends parler d'annexes environnementales, etc., est-ce que ces annexes-là vont être impactées par ces nouvelles réglementations? Ah oui, mais alors pas par la RE 2020 ni par ce décret tertiaire-là, mais à 98% par la loi climat et résilience qu'on va évoquer tout à l'heure, et le décret tertiaire de remonter dans la performance énergétique. Parce qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui. Alors, c'est assez hallucinant de se poser cette question-là. Mais moi, je la pose à des techniciens. Je suis juriste à la base. Et j'ennuie quelquefois les techniciens avec lesquels je travaille ou avec lesquels j'interviens en leur disant « Mais ces nouvelles constructions bureaux RE 2020 vont-ils permettre aux propriétaires qui va donner à bail à un locataire, de lui dire « Grand bonheur pour vous, le décret tertiaire de la remontée dans la performance énergétique à 2030, 2040 et 2050 ne vous concerne pas, parce que tout est déjà fait, et dans l'immeuble, vous allez pouvoir vivre comme vous voulez. » Non, la réponse, c'est pas cela. Non. Alors, il n'est même pas sûr, d'ailleurs, que les constructions seront telles qu'il n'y aura pas à prévoir encore peut-être des aménagements dans l'avenir, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir absolument se mettre à vivre différemment dans les immeubles. D'accord. La règle, après l'annexe environnementale du Grenelle de l'environnement, on parlait du guide de bonne conduite, du guide de bonne pratique, du comportement vertueux dans les immeubles. Ça a fait doucement rigoler un peu tout le monde, sauf que demain, il va falloir vraiment respecter quelque chose, parce qu'on aura tous les ans un organisme, un censeur, qui est l'ADEME, la plateforme Opérate, qui indiquera comment l'immeuble est, comment chaque lot est également. Qui va venir vérifier, et là, ça va être transparent. Alors ça fait une magnifique transition avec notre avant ta transition, sans vouloir, une dernière petite remarque également, comme tu parlais de la responsabilité du constructeur ou du propriétaire et du locataire, il va falloir également, dans tous les documents, être très précis sur ce que l'on construit. Je m'explique. On est en 2022, on n'est pas encore à l'application de la RE 2020. Absolument. Une demande de permis de construire qui est déposée aujourd'hui. Pour un immeuble qui sera réalisé dans 1 an et demi, selon les cas. Elle n'a pas à respecter la RE 2020. Alors, est-ce qu'elle devrait la respecter ou pas? Moi, mon avis, il tient en une phrase. Si on n'a pas encore déposé la demande de permis de construire, déposer aujourd'hui une demande de PC en se disant « je me dépêche,
je passe vite avant que ce soit plus cher pour être tranquille dans l'avenir, c'est d'une stupidité redoutable. Mais où c'est quand même compliqué, et je rediscutais avec un de mes clients, parce que je lui ai donné cette position-là, il me dit, oui, mais moi, là, je suis sur une demande de PC qu'on a déposée, comme vous le savez, sur un immeuble, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on n'avait pas cela. On est en cours de construction. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je dis, au moins, dans tous les actes que vous allez faire dans l'avenir, quand vous allez vendre, marquez quelque part que le bien existant est un bien qui a été construit en respectant les obligations de la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée, à savoir le. Voilà. Compris. Oui. C'était ça, ma petite précision complémentaire. Oui, parfait. Non, mais c'était important comme précision. On est toujours dans les arguties juridiques, mais c'est bien le principe de l'émission Droit devant, donc c'est parfait de le souligner. On va passer justement à la loi climat et résilience, parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on en parle. Je rappelle qu'il s'agit donc d'une loi qui date du 22 août 2021, qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience, c'est le mot, face à ces effets, visant à accélérer la transition écologique de la société et de l'économie française. Alors il y a un de ces articles qui donne de nouveaux pouvoirs au CSE, remplaçant de feu le CE, et qui était un peu passé sous les radars. Pourtant, il n'est pas sans conséquences. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors déjà, ce qu'on peut considérer, c'est que cette loi, elle est un peu passée sous les radars. Oui. On a beaucoup parlé avant. Et puis avant, on en a beaucoup parlé. L'origine de cette loi, c'est la Convention citoyenne. Absolument. Les 150 personnes qui ont été tirées au sort pour travailler, c'était la réaction Macron contre le problème, sur le problème des Gilets jaunes, évitons de dire contre le problème, sur le problème des Gilets jaunes. Moi, d'ailleurs, à l'époque, ça m'avait un peu amusé en me disant 150 citoyens tirés au sort qui vont nous faire une loi sur la protection de l'environnement. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et j'étais plutôt négatif. Pas du tout. Le résultat, alors on aime ou on n'aime pas ce qui a été voté, mais le résultat, c'est un travail remarquable qui a été fait par ce groupe, alors qui était aidé, mais qui est remarquable. Ils ont eu à venir X fois à Paris, ils sont venus, ils ont bossé, ils ont présenté la loi. Tout n'a pas été retenu à la base, ce qui d'ailleurs les a agacés. Et la loi est venue en vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, et où il y a eu énormément d'éléments de rajouter. Énormément d'éléments. Et on a une loi climat et résilience, qui est un pavé énorme, qui va dans tous les domaines, et qui va certainement donner aux uns ou aux autres des surprises dans les mois qui viennent. Quand on va, par exemple, pour ceux qui adorent fumer en terrasse l'hiver en se disant c'est pas grave, on a le système de chauffage au gaz, c'est fini. Oui. C'est interdit. Donc, c'est vrai. Bon, ça, c'est un détail, mais... Oui. Non, mais il y a beaucoup d'éléments dans cette loi. C'est une loi riche, importante, et qui va impacter beaucoup de secteurs, dont, justement... Alors, de manière indirecte, un peu, et étonnante, tu me racontais le secteur de l'immobilier. Voilà, alors, il y a un article de cette loi, qui est l'article 40. Article 40, qui vise des aménagements à l'intérieur de l'ancien comité d'entreprise, dans le CSE maintenant, et qui visant ces aménagements à modifier énormément d'articles du Code du travail. Alors, déjà, alors sans rentrer dans ce détail-là, mais il est intéressant parce qu'il va jouer dans les rapports par rapport... Ça va être un lien direct avec ce qu'on vient de voir dans notre première partie. Déjà, dans tous les domaines de compétences du CSE, dans tous les articles du Code du travail qui parlaient que le CSE était compétent, a été ajouté le mot environnement. D'accord. Qui vient s'ajouter au périmètre de compétences. Qui n'y était pas avant. Ah oui, d'accord. Qui n'y était pas avant. Maintenant, que ce soit dans la façon de travailler, que ce soit dans tous les domaines, il y a 17 articles qui ont été modifiés, où il a été à chaque fois ajouté environnement. Donc, ça signifie donc que la réflexion environnementale est devenue une véritable réflexion pour le CSE. Et certains articles prévoient notamment les conditions de travail, le lieu de travail.
du coup, là encore, j'en discutais avec certains de mes clients qui étaient confrontés à cela, et notamment sur un bailleur qui est en train de donner un bail à un preneur, société qui est très réflexion environnementale, qui a un CSE, et qui nous faisait remarquer, d'ailleurs c'est un peu grâce à eux si je travaille là-dessus aujourd'hui et si je t'en parle, parce que c'est eux qui m'ont alerté après que la loi soit votée. C'était pas les points que j'avais regardés en premier, en me disant, pour la signature du bail à venir, on associe le CSE parce que c'est dans ses pouvoirs. Déjà, première surprise. Moi, j'étais un peu surpris. Oui. Et puis, moi, je dis, mais c'est en interne, vous avez mis au point quelque chose. Je dis, non, c'est la loi climat et résilience. Et effectivement, alors, l'associer, bon, ils vont loin. Ce qui veut dire simplement, c'est que un CSE pourrait demain, si on est, imaginons, une délocalisation d'une entreprise. On a beaucoup eu de cas de délocalisation. Une entreprise qui va quitter la région parisienne, par exemple, pour aller ailleurs, et qui va tenter de conserver ses salariés quand elle peut. Moi, je me souviens d'être intervenu il y a de très, très nombreuses années sur une opération pour une entreprise parisienne qui partait dans le sud de la France, pas très loin de Nice d'ailleurs, sur la zone qui démarrait à l'époque commerciale. De Grand Arenas ? De tout ce secteur-là. D'accord, très bien. Et qui voulait, moi je travaillais avec eux, j'étais leur conseil, et qui souhaitaient conserver leurs salariés cadres notamment, qui étaient pour eux que des bons éléments. Mais convaincre une famille, déjà un salarié, puis sa famille, de quitter la région parisienne, le 92 où ils étaient, pour aller dans le 06, c'est pas gagné. Oui. Donc ils avaient prévu une opération voyage, un week-end en avion, où ils ont emmené tout le monde là-bas, ils leur ont montré la façon dont on vivait là-bas. Alors, pollution, on a eu la totale, on a tout fait. Mais en tout cas, l'idée, c'était de leur expliquer qu'il est mieux de vivre là-bas et de leur dire également qu'ils auraient, grâce à l'entreprise, des possibilités de faire des allers-retours en avion. Aujourd'hui, ça serait pas ressenti de la même manière. C'est un moyen de se projeter et de... Voilà. Maintenant, demain, il va falloir, quand une entreprise décide de quitter des locaux où elle se trouve, alors elle n'a évidemment pas besoin d'avoir l'accord écrit du CSE, mais qu'elle associe le CSE à sa démarche. Il faut qu'il donne son avis. Voilà. Alors le risque, c'est s'il ne donne pas son avis, comme dans le domaine du CSE, on est dans plein de domaines où c'est plus des rapports de dialogue, et c'est pas des obligations. Alors, on a des domaines dans lesquels il y a des obligations. Là, on n'a pas à avoir un bail, par exemple, signé par le représentant du CSE. On a simplement à avoir son avis. Et surtout, éviter, parce qu'il y a ce côté quand même psychologique en entreprise, le CSE, pour moi, c'est un partenaire du chef d'entreprise. Si un chef d'entreprise aujourd'hui décidait de délocaliser ou de changer de place ses locaux sans lui-même envisager ce problème environnemental, et du coup, sans y associer le CSE, il se mettrait en porte-à-faux. Il risquerait peut-être des tensions dans l'entreprise après. Et donc, dans ce cas de figure, tu me disais que le CSE, justement, avait émis quelques doutes, ou en tout cas quelques réserves sur le futur site, parce que, justement, il remplissait peut-être pas tous les critères environnementaux qu'il aurait dû remplir, c'est ça ? Absolument. Et le problème, parce qu'on vient ensuite à ta question de tout à l'heure qui fait le lien par climat et résilience avec la vie dans l'entreprise. Demain, un preneur prend à bail des locaux. On discute avec son CSE qui émet effectivement un certain nombre de réserves en disant ça ne semble pas par rapport à l'ancienneté de la construction, par rapport aux éléments, par rapport au décret tertiaire qu'on a eu en main, par rapport aux travaux qui ont été réalisés préalablement par le bailleur, par rapport aux travaux qu'il envisage dans l'avenir, ça ne semble pas être peut-être un choix judicieux, et il fait une petite note dans ce sens-là.
le bailleur, le preneur, au final, chef d'entreprise, prend un bail en disant, mais oui, c'est peut-être limite, mais pour l'entreprise et pour le bon fonctionnement de l'activité, il est préférable que nous prenions tout de même ces locaux-là. Ok, mais quand 6 mois après, il va falloir dire aux salariés, faut faire attention, faut être économe, économiser l'énergie. Hein. On se chauffe pas, on fait attention. 21, 22, c'est trop. On va mettre à 19 ou à 20. Ça va réagir en disant, dites donc, moi je vous avais prévenu, oui. Et c'est nous maintenant, salariés de l'entreprise, qui subissons les conséquences de ce que vous avez fait. Et là, ça va devenir vraisemblablement qui était intéressant pour votre rentabilité à vous ou pour vos actionnaires, mais qui n'était pas bon pour nous. Ah, compris. Dans le cas de figure, justement, que tu nous présentes, qu'a dit la direction ? C'est-à-dire à ces remarques et à ces réserves du CSE. Est-ce que, du coup, on se lance quand même, comme tu le dis, ou est-ce qu'on demande aux propriétaires des travaux complémentaires ou des équipements ? Moi, je pense que si véritablement la réaction était mitigée. Elle n'était pas catégoriquement négative. Ah oui, d'accord. Là, je pense qu'il faut associer le CSE à la démarche. 3 parties au lieu de 2, ça ne rend pas forcément les choses beaucoup plus compliquées. On associe le CSE à la démarche et on voit dans ce cas-là, par rapport aux obligations légales qu'on connaît, quels travaux le bailleur va pouvoir faire dans le cadre des obligations, notamment du décret tertiaire, pour remonter dans la performance énergétique et faire que l'audit thermique qu'on a aujourd'hui, ou le DPE, pas le DPE du passé, un DPE sérieux, le DPE qui nous met en E ou en F sur un maximum qui est G, par rapport aux travaux d'isolation que le bailleur a notamment prévu de l'extérieur en faisant une double peau de l'immeuble, par exemple, et par rapport aux travaux de cloisonnement que le preneur va faire lui-même en réfléchissant à ces éléments-là, on va remonter en D, par exemple, et on aura donc de ce fait déjà récupéré la simulation des 30% du décret tertiaire. On sera bon au niveau de la RE 2020 par rapport aux travaux qu'on aura réalisés, et on pourra plus facilement à ce moment-là dire au CSE et aux salariés, maintenant à vous également de vous investir là-dedans. Au final, ce tripartisme, je pense qu'il risque de rendre plus facile la possibilité d'obtenir des bons résultats avec les salariés. Toute petite anecdote, en une phrase, il y a quelques années, j'ai vécu au moment de la directive européenne qui indiquait 19 températures obligatoires. C'est vrai. Dans un bail, le bailleur, comme on avait une circulaire qui avait adopté la directive européenne, je note dans le bail que le preneur s'engage à respecter la directive européenne, à savoir 19 déclenchements du chauffage l'hiver et 25 ou 26, je ne sais plus, pour la clim l'été. On note dans le bail, le preneur, on lui dit que c'est une loi, mais il l'applique. Et 1 an et demi après, on a une remarque du locataire qui nous envoie un petit mot en disant « Je suis un peu embêté, regardez les échanges que le comité d'entreprise, à l'époque, c'était pas le CSE encore, le comité d'entreprise a contacté l'inspection du travail en demandant à l'inspection du travail est-ce que 19 degrés en position statique dans des bureaux, c'est des conditions de travail normales ?» L'inspection du travail a répondu non, des conditions normales, c'est 21. Et ils ont posé une seconde question à l'inspection du travail. Mais si on est donc à 19, est-ce qu'on est dans le cadre du droit de retrait au niveau du Code du travail? Et l'inspection du travail a dit oui. Ah oui. Donc, du coup, ce locataire, à nous, bailleurs, nous dit « Moi, je veux bien respecter ce que vous avez noté dans le bail, mais il va m'être dur de vous payer un loyer si j'ai des salariés qui ne travaillent plus et que je dois quand même payer. » Donc, on a supprimé cet article. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aura moins le problème, parce que si tout le monde s'associe à cette réflexion, il y aura une réflexion importante. De la même manière que les vélos, qui sont de plus en plus utilisés, les nouveaux moyens de transport,
tout cela, le chef d'entreprise peut favoriser et doit même favoriser tous ces éléments-là. Les nouvelles constructions, climat et résilience, lorsque l'on construit des places de parking voiture, pour 6 voitures, il faut garder un emplacement pour mettre des vélos. Absolument. Voilà, il y a plein d'obligations de ce genre. Oui, tout à fait. Donc toi, ton conseil, c'est d'inclure ce nouvel acteur quand même sur toutes ces discussions, et y compris sur les dimensions environnementales des nouveaux bâtiments. Oui. Mon conseil, c'est faut vraiment penser environnement. Il ne faut pas se contenter de dire c'est un document que je dois signer et après on verra. Il faut penser au après. Il faut associer les salariés. Parce que la remontée dans la performance énergétique, elle se fera pas c'est quand même eux qui vont la supporter le plus. Bien sûr. C'est évident. Et ça ne pourra pas se faire sans eux. Alors, comme partout on leur a mis environnement, le chef d'entreprise peut leur dire aussi, vous êtes investi aussi d'une obligation nouvelle par cette loi qui a été votée et qui est à l'origine d'une loi citoyenne. C'est quand même vrai. C'est un bon moyen de les impliquer. Absolument. Merci beaucoup Bernard. On va terminer en parlant, alors on ne va pas parler de défiscalisation, mais on va parler donc du système de défiscalisation Pinel, de la loi Pinel plus précisément, il y a donc, qui vient d'être révisée. Il y a de nouvelles obligations qui ont été introduites en lien avec la RE 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement donc, quelles sont ces obligations nouvelles et quelles incidences est-ce qu'elles auront sur le système ? Elles ont dès maintenant des incidences sur le système, dans la mesure où la défiscalisation Pinel existe, et reconduite d'ailleurs dans le temps. Elle prévoit toujours des critères de lieu, des critères de ressources de celui qui achète, des critères de ressources de celui qui va être le locataire, de tous ces éléments-là pour défiscaliser. Avant, on avait des critères de logement décent, et puis point final. On n'avait rien d'autre. Maintenant, s'ajoutent les critères environnementaux qui sont établis de la manière suivante. Pour les logements neufs acquis en 2023, le niveau de performance environnementale doit être équivalent au jalon 2025 de la RE 2020. Donc, RE 2020 au jalon 2025. Très bien. Pour les logements acquis en 2024, même exigence, mais en plus, au niveau DPE, classe A. Wow. Eh oui, voilà. Ah oui. Voilà, alors sinon, il y aura des dérogations pour les logements acquis en 2023 ou 2024, mais dont le permis de construire a été demandé avant le 1er janvier 2022, où là, on pourra rester dans le label E+C, qui était la certification, et après aller vers la classe A du DPE. Mais est-ce que la conséquence, c'est pas que ça va réduire considérablement quand même la capacité de pouvoir entrer dans le système de défiscalisation ? Parce qu'il va y avoir peu de biens, non, éligibles ? Ah ben les biens éligibles, ça va être les nouveaux. Uniquement, mais très nouveaux, très récents. Très nouveaux. Ah, oui. Ça va être très... Elle devait disparaître, la défiscalisation Pinel, c'était fini. Ah oui, c'est vrai. Elle avait été reportée jusqu'à la fin de l'année. En fait, l'idée, c'était de dire, bon, on l'a, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'elle devait disparaître, cette défiscalisation Pinel. Et il a été décidé de la reconduire dans le temps. Mais il n'était pas possible de la reconduire dans le temps en laissant sur les appartements sur lesquels les propriétaires défiscalisaient aujourd'hui. Parce que on avait aujourd'hui les propriétaires qui faisaient de la défiscalisation sur des appartements qui étaient en E, F ou G, qui, au demeurant, ne sont plus climat résilience, ne pourront plus être loués demain, parce que demain, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques. Absolument. Voilà. Très bien. Donc, on a vraiment... Oui, il y a une cohérence. Une cohérence. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai. En tout cas, sur ce qui est environnemental, je crois qu'on a, à ce coup-là, en France, une véritable cohérence. Et cette cohérence, elle va, je pense, moi, j'ai tendance à dire à court terme, mais j'ai des amis experts qui disent plutôt à moyen terme, déterminer au niveau des prix ou des valeurs locatives des grosses différences entre tel immeuble et tel autre immeuble. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sur cette cohérence, Bernard, que je te propose de clore nos échanges. Merci beaucoup, c'était un plaisir, comme toujours. Voilà, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau numéro de notre émission Droit Devant. Au revoir.